le cloud hybride, donc de la théorie à la pratique. Donc juste pour la petite histoire, c'est venu d'une expérimentation. On travaillait, donc nous, OnePoint, sur essayer de regarder les prochains challenges qu'on aurait, donc après la conteneurisation. Et sur les premiers retours ou les premières tendances qu'on a avec les clients, il y avait essentiellement des problématiques justement de cloud ou de débordement, donc avoir un cloud privé débordé sur du cloud public, des problématiques de PRA, des problématiques, alors on parle de cloud, mais on peut aussi parler de multi-data center aussi. Donc on a commencé à travailler un petit peu là-dessus, et puis en échangeant avec Red Hat, on s'est aperçu que eux aussi travaillaient là-dessus, donc on s'est dit on va peut-être essayer de regarder un petit peu tout ça. Et puis on a commencé par poser on va dire l'état des lieux, essayer de voir les problématiques qu'on allait rencontrer, et puis après, histoire de juste pas vous proposer un énième slide où on dit voilà en théorie comment il faudrait faire, on s'est dit on voudrait aller un peu plus loin et on voudrait le prototyper. Donc on va essayer de vous présenter tout ça aujourd'hui. Donc d'abord l'approche, les problématiques, les enjeux, et puis après comment on peut y répondre et vous montrer qu'on arrive à faire des choses qui fonctionnent. Il faut bien garder à l'esprit, et ça c'est très important, que ce qu'on vous montre là, on n'est pas en train de vous dire voilà c'est la solution ultime qui répondra à tous vos problèmes. Ce qu'on vous montre là, c'est un exemple de solution qui répond à ces problématiques, qu'on sait fonctionner. Mais voilà, après, on a tout à fait possibilité de l'adapter à tout un tas de cas. Et voilà. Mais en tout cas, ce qu'on vous montre là, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, rapidement, on va faire un petit tour d'histoire, parce que c'est histoire de bien se réveiller. Voilà, on va redescendre un petit peu, faire un peu d'historique. Essayer de comprendre pourquoi on a ces besoins en fait, de cloud hybride, de multi-cloud. Comment on peut le faire, la démonstration et voilà, une petite conclusion pour revenir un petit peu sur tout ça et, voilà, et vous permettre aussi de poser vos questions. Donc pour la partie historique, donc non, je ne vais pas passer chacune des dates et c'est pas l'objectif, sinon vous aurez regardé pendant 2 jours. Non, l'idée c'est juste, s'il y a un point qui est important sur ce slide, c'est de prendre le temps de regarder le chemin qui a été fait en quelques années. Alors au début, il y a des gros écarts entre les inventions, et puis on s'aperçoit qu'il y a une accélération, et on s'aperçoit déjà que niveau 2007, avec les smartphones, avec les ordinateurs, on a fait on va dire un bond en avant, un bond technologique en avant. On s'aperçoit aussi qu'on a, on va dire, il y en a plein, mais il y a 3 grands changements qui sont arrivés et qui ont donné le ton. Il y a la virtualisation qui a vraiment révolutionné l'informatique. On a pu aborder les problématiques de serveurs, de capacity planning, de provisioning d'une manière totalement différente et gérer les ressources, là aussi, de manière beaucoup plus, on va dire, efficace. Enfin, en tout cas, normalement. On a la partie cloud computing. Donc voilà, l'arrivée des différents providers cloud avec tout le succès qu'on leur connaît aujourd'hui. Et la partie conteneur. Donc après, on pourrait parler de l'IA, de la data science et ainsi de suite. Mais ces 3 points-là sont ceux qui vont le plus nous intéresser parce que finalement, sans eux, il n'y aurait pas de sujet aujourd'hui, tout simplement. Ce qui est important aussi, vous remarquerez, on peut poser les dates et tout, mais on marque aussi la notion de maturité. C'est-à-dire que le conteneur, entre le moment où on a eu le premier conteneur et où on a pu s'amuser un petit peu avec et le moment où on peut l'envisager réellement pour la production, il y a un temps, c'est normal, c'est ce temps de maturité, c'est le temps où on voit si la technologie elle est pérenne ou pas, c'est le moment où on voit si elle est fiable ou pas et comment elle évolue. Et donc aujourd'hui, on est sur un point où finalement, ces différentes technologies, elles ont atteint un seuil de maturité qui fait qu'elles sont tout à fait envisageables pour de la prod et à très grande échelle. Donc si on fait un petit focus sur le cloud computing, pour qui ? Déjà, il faut bien se rendre compte que la partie cloud computing, en termes de changement, c'est pas anodin. On a tous entendu parler de Amazon, après, ou de Azure, pour pas faire de favoritisme, ou de Google Cloud Platform. Après, on peut aussi faire du cloud privé. On a des acteurs qui font aussi, on va dire, des clouds plus confidentiels. Mais enfin, voilà, on peut en trouver. Et simplement, le premier gros changement qu'on peut voir sur le cloud au niveau vraiment industrie, c'est que finalement, une petite société, elle a la possibilité de déployer, ou une start-up a la possibilité de déployer son application et de la rendre, de l'ouvrir potentiellement au monde entier, puisque finalement, avec le système du cloud et du paiement à la consommation et du provisioning en fonction de l'utilisation,
elle va devoir payer de plus en plus cher au fur et à mesure où il y aura de plus en plus d'utilisateurs. Et donc, normalement, si son modèle est bien fait, au moment où l'argent rentre. Ça, c'est la théorie. Hein. Mais bon, simplement, il faut se mettre quelques années en avant. Si on sort cette capacité de cloud computing, ben, une entreprise qui veut se lancer, il faut qu'elle commence à se dire, OK, si ma cible, c'est 50 000 utilisateurs, qu'est-ce qu'il me faut comme serveur ? Et puis derrière, tout l'investissement qui va aller avec. Et puis les serveurs, il va falloir les acheter, il va falloir, ou en tout cas les louer. Et puis ça crée une complexité, on va dire, et ça peut freiner ou ça peut bloquer l'innovation ou l'émergence de ce type d'entreprise. Là, un des premiers apports du cloud, c'est que justement, on peut se lancer. Ça a un coût, c'est une manière de faire, mais on peut se lancer et on peut avancer. On a aussi la possibilité, effectivement, de ne pas avoir de limite en taille. C'est-à-dire que si le soft est bien conçu, si tout a été bien placé, ça fait beaucoup de si, mais on a la possibilité, effectivement, de ne pas avoir de limite, ni de limite géographique, ni de limite en nombre d'utilisateurs. Chose qui est beaucoup plus difficile à faire quand on doit gérer son parc en propre et qu'on n'a pas justement cette capacité de cloud. Donc ça a vraiment révolutionné la manière, en tout cas, d'utiliser ou de consommer l'informatique. Les conteneurs, c'est un petit peu pareil. Ça a permis de quitter, on va dire, ou en tout cas de s'éloigner ou de faire une couche d'abstraction par rapport au monde de la VM et de créer des unités qui vont être beaucoup plus proches, on va dire, de la partie applicative. Donc c'est juste une petite capsule qu'on va poser autour de l'applicatif et qui va permettre de gérer, on va dire, une certaine unicité dans la manière de gérer les projets. Donc derrière, on peut multiplier les instances. On peut derrière reposer sur une base qui va être assez solide pour les opérationnels et on peut accélérer les développements. Tout ça parce que le mode d'utilisation du conteneur a complètement changé la manière de distribuer les applications, de les builder et de les faire fonctionner. Juste, et ça c'est un cas client réel, alors dans un autre pays, où ils venaient juste de passer à la virtualisation, ils n'étaient pas encore sur la partie conteneurisation, et il y a les développeurs, donc accompagnés par un cabinet de conseil, qui se sont dit, nous on va faire du microservice. Donc ils sont partis en mode on fait du microservice, et puis ils sont arrivés en prod en disant, tiens, il faut déployer ça sur des conteneurs. Alors la prod, pas du tout au courant, nous on n'est pas prêts, on peut pas... Et donc là, il y a eu l'idée de génie qui est, c'est pas grave, vous avez qu'à tout déployer sur des VM. Alors les gars, ouais, pourquoi pas, les VM, c'est du code Java. Et puis à un moment, on arrive, vous avez combien de microservices pour l'application? Une petite quarantaine. OK, vous voulez qu'ils soient isolés? Oui. Vous voulez de la haute disponibilité? Oui. Donc en gros, vous avez 40 VM, x 2, parce qu'il faut de l'achat, on est en train de vous parler de 80 VM. Et là, d'un seul coup... Côté Ops, on ne le voit plus exactement de la même manière. On se dit, autant, s'il faut mettre 80 VM juste pour une appli, c'est juste pas possible. Et c'est un exemple de choses qu'on est capable de faire à de la conteneurisation et qui n'est pas du tout adapté en fait au VM. Aujourd'hui, les approches microservices sur de la VM, c'est faisable, techniquement, mais c'est au prix de mutualiser, on va dire, les services qui vont tourner sur une instance avec le risque, en cas de chute de la VM, de perdre tout ce qui tourne dessus. Donc après, on peut faire de la haute dispo. Sauf que quand on rentre là-dedans, on peut très vite se perdre entre « Ah oui, mais alors ce service, est-ce qu'il est là? Oui, mais il n'est pas là. » Et ça complique énormément les choses. Et c'est vrai que les plateformes de conteneurs permettent d'avoir cette isolation, cette unité de déploiement qui est le conteneur, qui est assez facile à gérer. Voilà. Et donc, ça ouvre de nouvelles possibilités. Donc tout ça, c'est bien. Mais justement, le cloud et les conteneurs, ça a eu forcément des impacts. Des impacts technologiques, donc là c'est assez évident, des impacts sur l'organisation de l'entreprise, on ne gère plus les projets de la même manière, on doit se réadapter, on doit se réinventer. Comme on le disait, donc les conteneurs ne sont pas des VM. Et on oublie souvent, alors que c'est un des points les plus importants, des impacts sur l'humain. On se retrouve à faire une énième transformation, donc côté Ops, on vient enfin de passer à la VM et on commence à leur dire, oui, mais on va faire du conteneur. Et puis derrière le conteneur, il y a l'orchestration de conteneurs. Derrière l'orchestration de conteneurs, il y a la gestion des réseaux type SDN et ainsi de suite. Mais il y a aussi surtout la manière de déployer les applications, une nouvelle manière de gérer leur sécurité. Donc il faut à nouveau réapprendre, se remettre dans le bain. Et puis côté développeur aussi. On avait tout un process, tout un tas de choses qui étaient faites. Et puis il faut tout recommencer, il faut tout réinventer. Alors on peut le voir comme une chance d'apprendre et de faire encore mieux. Et puis parfois, on arrive aussi sur des cas où c'est un petit peu plus compliqué, où les personnes ont un doute. Est-ce que je vais être capable de faire? Est-ce que je serai aussi efficace après qu'avant? Et ça, c'est des points qu'il faut anticiper, qu'il ne faut vraiment pas négliger dans ce type de migration.
Alors une fois qu'on a dit ça, pourquoi le multi-cloud? Pourquoi le cloud hybride? Donc déjà, on va se mettre d'accord sur la définition, parce que multi-cloud ou cloud hybride, c'est un peu comme cloud, c'est un peu comme DevOps, on peut mettre beaucoup de choses derrière. Donc là, encore une fois, on ne va pas vous donner la définition qu'on estime la plus sûre et la plus fiable du multi-cloud, mais on va vous donner en tout cas une définition qu'on va utiliser tout au long de l'après-midi. Donc cette définition, pour nous, le multi-cloud, c'est la capacité donc à avoir plusieurs clouds, qu'ils soient privés ou publics. Parce qu'on est avec nos amis Red Hat et parce qu'on travaille avec eux, derrière le cloud, on va mettre des OpenShift. Et si vous êtes allergique, vous ferez la traduction vous-même vers du Kubernetes ou ce que vous voulez, et vous rajouterez toutes les briques qui manquent. Nous, dans notre cas, donc, on va parler de plusieurs OpenShift qui sont potentiellement déployés dans des data centers ou dans des fournisseurs cloud différents. On va déployer cette application sur ces différents OpenShift, et pour nous, l'utilisateur doit pouvoir accéder à l'application via une URL unique, d'accord, et peu importe finalement dans quel data center il arrive. Et l'intérêt qui va se cacher derrière, on va le voir, c'est que si on perd un data center, ou même plusieurs, tant qu'il en reste au moins un de vivant, l'appli est accessible. Ça va pour tout le monde? Donc une fois qu'on a posé cette définition, pour qui? À qui ça va s'adresser tout ça? Tous ceux qui souhaitent déployer une application robuste et fiable, donc indépendamment de la taille et de l'entreprise. Donc on aura la capacité de tenir la charge, et en plus le fait qu'on soit sur plusieurs providers fait qu'on a une capacité d'extension qui est potentiellement beaucoup plus grande. On a bien sûr la notion de paiement à la consommation si on est sur du cloud public, et la fiabilité, on est en train de parler de quelque chose qui est capable de tenir à la perte d'un data center ou d'un provider. Donc en gros, on parle par exemple d'une application, vous avez un élément sur AWS et un élément sur Azure, vous avez AWS qui tombe, un gros problème de DNS ou qui n'arrive plus à résoudre vos requêtes. C'est rare, mais c'est arrivé par le passé. Donc on ne peut pas le négliger, ça peut arriver. Et votre application marche toujours. Donc en termes de robustesse, on va avoir du mal à faire mieux que ça. Alors pourquoi? Alors quand on se pose cette question, il y a plusieurs raisons qui peuvent venir. La première, c'est le choix sur le marché. On se dit, naturellement, tiens, le fait de pouvoir tourner sur plusieurs providers fait que je peux dire, tiens, je vais mettre un bout sur AWS, et si demain, je trouve que c'est moins cher sur Azure, je vais pouvoir y aller. En fait, c'est ce qui pourrait paraître le plus évident, mais c'est celle qui va arriver le moins souvent. Parce que très souvent, dans une entreprise, quand on a fait le choix d'utiliser un fournisseur, on va y être plutôt lié, on va le négocier, et puis on va rester avec. Néanmoins, on peut aussi prendre un peu de recul et se dire, mais est-ce que finalement on ne fait pas ça parce qu'on se dit, ouais, mais migrer toutes mes applications du fournisseur A vers le fournisseur B, c'est embêtant. Si on n'avait plus cette problématique, finalement, est-ce qu'on ne le ferait pas plus facilement? Voilà. La deuxième, on pourrait le mettre, alors, c'est un petit jeu de mots, mais c'est pour réveiller tout le monde. Donc, ne pas mettre toutes ces boules dans le même cornet. Donc on vous a donné l'image de la glace. Et effectivement, là, le fait est de dire, si on met tout chez un fournisseur et qu'on a un problème ou une défaillance avec ce fournisseur, finalement, on a une défaillance dans notre application. Le fait de la mettre à cheval sur plusieurs, ça peut ne pas avoir d'intérêt économique, mais ça peut avoir un intérêt en termes de fiabilité, de robustesse de l'application. Donc si c'est faisable, autant le faire, ça peut avoir cet intérêt-là. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a un autre argument qui est arrivé et qu'on n'avait pas forcément vu venir au début de l'étude quand on s'est lancé un petit peu dans ce pilote, c'est la fiabilité du multi-cloud. Alors je vais m'expliquer un petit peu plus. Juste, on a eu, alors avec un client bancaire qu'on ne citera pas, lorsqu'on l'accompagnait, il y a des questions qui se sont posées. Donc là, on n'était pas sur du cloud public, mais sur du cloud privé, donc hébergé dans ces data centers en propre. Et pour ceux qui connaissent un tout petit peu donc, les technologies autour de Kubernetes et d'OpenShift, on se rend compte assez rapidement qu'on peut avoir un gros problème si, par exemple, le client a 2 data centers. Donc là, c'était le cas, un client a 2 data centers. Ces 2 data centers sont reliés en fibre, donc il n'y a pas de problème de latence, c'est comme s'ils étaient en réseau local et tout, c'est formidable. Dans ces 2 data centers, ils ont leurs hyperviseurs et tout, il n'y a pas de problème. Et puis là, on se dit, tiens, on va mettre un cluster OpenShift. Donc, premier réflexe, c'est de se dire, on va mettre ce cluster OpenShift en stretch. Ce n'est pas recommandé par l'éditeur, mais à partir du moment où on peut garantir la latence, ce n'est pas censé être un problème non plus.
Donc ça veut dire quoi? On va mettre des machines dans le data center 1, des machines dans le data center 2. Ok, pas de problème. Ouais, sauf que si on prend un tout petit peu sur la partie OpenShift, donc on a une obligation au niveau des masters et plus exactement des parties des serveurs etcd de la plateforme d'avoir un nombre impair. Donc le plus petit qu'on peut avoir pour faire de la disponibilité, c'est 3. Et donc maintenant que vous avez vos 3 masters et que vous avez 2 data centers, vous faites comment pour les poser? Ben, vous en mettez 2 dans un et 1 dans l'autre. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à espérer que le data center qui tombera en panne, ce n'est pas celui qui a les 2. Ça peut paraître bête, mais finalement, on se dit, avec une approche multi-cloud posée comme ça, on peut tout à fait imaginer d'avoir un cluster différent dans chacun des data centers et de faire fonctionner l'application à cheval sur les 2 data centers. On résout cette problématique, on a bien 2 clusters différents, mais on peut supporter la panne complète d'un des clusters, donc on répond à cette problématique. On a rencontré pour un autre client aussi la question de la PRA. Donc moi j'ai mon data center à Paris, j'en ai un autre à Marseille, et là moi j'ai un problème, c'est que bon, ça va être compliqué de garantir la latence. On me promet qu'elle sera là, mais on ne me la garantit pas. Donc je fais comment? Alors tiens, je vais me mettre un OpenShift là, puis je vais en mettre un autre éteint là-bas. Ah mais comment je suis sûr que tout est bien configuré de la bonne manière et que je pourrai switcher rapidement de l'un vers l'autre? Le mieux c'est qu'on va allumer l'autre, et puis comme ça on fera des tests régulièrement. Sauf qu'à partir du moment où on fait ça, on a un OpenShift actif dans un autre endroit pour lequel on paye de l'infra, on paye des souscriptions, et puis finalement on ne l'utilise pas. Et là aussi, on peut imaginer avec ce système-là d'utiliser pleinement les 2 data centers, et dans ce cas-là, on couvre la problématique du PRA, même si on ne parle pas franchement de PRA dans le sens où on supporte la panne, mais il n'y a pas un temps de switch pour aller de l'un à l'autre, mais on supporte complètement la panne d'un data center et même d'une zone géographique. Donc là, j'ai donné l'exemple entre Paris et Marseille, mais on fait le même entre Paris, les USA, partout où pourrait être vos clouds. Donc l'avantage du multi-cloud, c'est ça, c'est qu'on a cette capacité en fait à perdre complètement un cloud, donc vous voyez derrière ce que vous voulez, data center, fournisseur, enfin voilà, sans que ça ait d'impact. Tant qu'il y en a un qui est là, on est capable de répondre. Bien entendu, derrière, il y a tous les calculs et tout ce qu'il faut garder en tête, être capable de tenir la capacité, parce que bien évidemment, si vous avez tout fait, que vous tournez sur 3 énormes clouds qui sont saturés et que vous en perdez 2, le dernier, il ne va pas tenir. On est bien d'accord là-dessus. Donc il y a un calcul à faire qui sont les problématiques classiques, mais en tout cas, on a un élément de réponse et on a un élément pour traiter ce type de problématique. Donc, comment on fait tout ça? Donc, le premier point, et là on va se concentrer sur la partie développement, il y a 3 grands challenges à franchir. Les problématiques de routage, les problématiques de développement et d'architecture, et les problématiques autour de la donnée. Alors le routage, c'est le challenge finalement le plus facile. Alors c'est pas le plus facile parce qu'il n'y a pas d'enjeu ou il n'y a pas de complexité. Nos amis de trafic vous diront c'est pas si facile que ça à faire. Mais c'est le plus facile pourquoi? C'est le plus facile parce que c'est un des premiers qui a été rencontré. C'est des problématiques qu'on rencontrait avant les conteneurs et donc sur lesquels il existe des outillages et un savoir-faire qui est déjà présent. Donc c'est le challenge le plus facile à traiter parce que c'est le challenge pour lequel on est le mieux équipé aujourd'hui. Donc, on peut commencer du plus simple, avec beaucoup de limitations, qui est le simple failover. Voilà, je tape, et puis ça va envoyer sur un cluster ou sur l'autre. Ça, c'est vraiment le niveau 0. On peut commencer à faire du load balancing, et donc là, on a mes requêtes qui arrivent, qui vont être balancées sur un cluster, sur l'autre, ou ainsi de suite. Ça, c'est assez facile à faire, et c'est à la portée de tout le monde. Et puis, on peut commencer à rajouter de l'intelligence, faire du geo-load balancing. Donc là, on commence à rentrer sur un système qui va être un petit peu mieux, où on va aller amener les requêtes là où elles vont pouvoir être traitées le plus rapidement, normalement. Et puis derrière, on peut créer du load balancing un peu plus dynamique, on peut rajouter de l'intelligence, c'est-à-dire qu'au niveau du routeur, plus on va avancer, plus on peut lui ajouter des options. Donc on peut lui dire, tiens, tu vas aller au plus près de l'utilisateur, mais tu vas prendre en compte la charge des différents clusters. Et finalement, pourquoi s'arrêter au cluster? On peut imaginer, si les applications le permettent, d'être capable d'estimer, on va dire, le temps de traitement des requêtes par l'application. Donc ça, c'est un travail avec les développeurs qui doivent être capables d'estimer ça et de fournir cette information. Mais dans ce cas-là, plus on va être capable de remonter des informations routeur, plus il va pouvoir faire des routages complexes et intelligents, et on va dire en tout cas les plus adaptés à l'application. Donc, le premier niveau, c'est du BABA réseau, c'est assez facile à atteindre, et plus on va monter, plus ça va demander un effort au niveau de l'architecture applicative. Mais par contre, voilà, c'est un challenge qui est globalement assez simple à traiter,
Et en plus, aujourd'hui, autour d'OpenShift, il y a tout un tas de solutions et d'écosystèmes partenaires qui proposent des solutions pour traiter ce type de problématique. Le développement et architecture, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Si on fait du stateless, oui, bon, bah là, hop, c'est réglé, il n'y a même pas de problème, on n'en parle même pas. Si on fait du stateful, ça peut vite se compliquer un petit peu. Donc la première chose à faire, si on fait du stateful, dans tous les cas, on va déjà mettre en place de l'affinité de session. Pourquoi? Parce qu'on verra plus tard qu'on va être obligé de répliquer les états mémoire en fait, de l'application, mais dans tous les cas, la réplication, il y aura toujours un temps de latence. Donc de manière à garantir une bonne expérience utilisateur, dans tous les cas, s'il y a stateful, il y a affinité de session. Ça, c'est la première obligation. Et donc, l'affinité de session, c'est bien, mais il faut être capable, pour pouvoir tenir la perte d'un élément, de répliquer l'état mémoire des applications. Donc, quand on fait du stateful, et là, on va commencer sur de la réplication. Alors, la réplication, comment on la gère? Au début, on peut se poser la question de la persistance. Avec des bases de données, on va vite s'apercevoir que ça ne va pas tenir la route en termes de performance et en termes d'échange. Et puis ensuite, on va pouvoir commencer à travailler donc, avec des solutions, par exemple type Kafka, qui vont permettre en fait, de faire des envois mémoire donc, au sein d'un cloud, au sein d'un même cloud, pardon, sur les différents services qui sont déployés. Et puis l'étape d'après, si on est multi-cloud, c'est d'être capable, ce service, on va dire de réplication interne cloud, de lui donner un miroir sur l'autre cloud, de manière à ce que tout puisse être répliqué. L'idée étant que chaque instance d'un service donné ait à tout moment les mêmes éléments en mémoire que toutes ces copies. Donc ça, aujourd'hui, on a des outils qui commencent à le faire et on pourra le montrer. On a des choses qui fonctionnent pas mal. Par contre, pour ce slide-là, moi, il y a un message qui est vraiment très important et qui est à passer. C'est que pour faire du multi-cloud comme on va le faire lors de la démonstration, il faut que l'application, dès le début, soit pensée pour le faire. S'il y a un message à passer, on n'est pas là pour vendre du rêve non plus. Il est clair que l'application monolithique qui ne tournait pas sur du conteneur, qu'on va déployer 5 fois sur un OpenShift après l'avoir mis au chausse-pied dans un conteneur, ça ne marchera pas. Enfin, l'application, elle marchera peut-être, mais vous serez très loin d'avoir les résultats qu'on peut espérer en faisant du multi-cloud. Donc ça, c'est un message important à bien faire passer. On peut faire des choses formidables si on les pense dès le début pour pouvoir gérer ces problématiques-là. Et ça, c'est vraiment le message à retenir. Et enfin, le challenge donné, donc lui, à l'inverse, c'est un des plus durs à résoudre aujourd'hui. On commence à avoir des solutions, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a été assez long, on va dire, à se mettre en place. On commence à rentrer, je dis bien commence à rentrer dans les phases de maturité autour de ces solutions-là. Avant, on était beaucoup sur des tests et voilà, des essais, on va dire. Donc là, c'est pareil, la réplication, plusieurs approches. Donc tout ce qui est data exchange capture. Donc là, c'est par exemple au niveau de la base de données, on regarde tout ce qui passe dans les logs, on le renvoie pour que notre base de données soit synchronisée. C'est pas génial, ça marche, mais c'est pas génial. Derrière, on a aussi la notion, parce que derrière les data, on imagine les bases de données, mais il y a aussi parfois les fichiers à synchroniser. Donc là aussi, il y a eu pas mal de choses un peu compliquées. On commence à arriver, il y a pas mal de consensus qui se font autour de tout ce qui est S3, parce que c'est vrai qu'AWS a bien poussé les choses. On commence à pouvoir faire de l'accès à des fichiers partagés, du partage de fichiers. Et il y a la partie donc NoSQL aussi qui est arrivée, donc avec ces bases-là qui sont plutôt faciles, ou en tout cas plus faciles à intégrer dans des approches OpenShift. Et on a d'autres outils dont on parlera justement tout à l'heure dans notre exemple. Par exemple, le Red Hat Data Grid, qui va permettre de faire en fait de la base in-memory qu'on va pouvoir répartir et qui a la capacité en plus de s'offloader dans une base de données si on souhaite avoir de la persistance derrière. Donc on est capable de faire de la base de données, de la répliquer sur plusieurs clouds et en plus de pouvoir persister le tout et le sécuriser. Donc voilà un petit peu pour les 3 challenges. Ce qu'il faut retenir, parce qu'on va aller, donc là on va vous présenter l'application et on va vous montrer comment on a mis en place tous ces éléments-là. Ce qu'il faut bien retenir, il y a différents challenges plus ou moins compliqués. Par contre, ils doivent tous être adressés pour pouvoir réussir à faire ce type d'application.
faut une télécommande multi-cloud. Donc là, je vais laisser la place à Laurent Broudou de Red Hat et à Michael Mature de Continuous qui vont vous montrer justement l'application et puis tout ce qu'on a vu là en théorie, ce que ça peut donner dans la pratique. Merci. T'as la zapette? D'accord, bon, bah, tu seras ma zapette distante. Voilà, c'est ça. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux que j'ai pas déjà croisés. Donc je suis Laurent, je suis architecte solution chez Red Hat sur toute la practice AppDev, donc tout ce qui concerne effectivement les frameworks, les runtime de développement et puis bien sûr le sous-jacent, la plateforme de container OpenShift. Bonjour à tous, moi je suis Michael Mature de Continuous et je suis Solution Architect actuellement chez Continuous pour proposer la solution Traffic Enterprise Edition. Alors, l'application qu'on a choisie comme démo aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu, peut-être des gens étaient présents au forum Red Hat en octobre, non? Donc, voilà, vous en avez peut-être entendu parler tellement elle est fameuse et renommée maintenant. Donc, c'était en fait un petit jeu de simulation en fait de trading qui permet aux utilisateurs de se connecter facilement, de créer un compte, de disposer en fait d'un petit peu de fonds et puis de devoir acheter, vendre des actions pour justement faire fructifier leur portefeuille. L'idée, bien sûr, c'est que au fil du temps, en fait, les choses vont se pimenter, les actions vont varier en termes de coûts, et puis donc, à la fin, le meilleur gagne un prix. Alors, Dominique, on n'a pas de présentation de l'application. Si, ça a sauté. D'accord, super. Alors juste pour vous expliquer comment elle est architecturée, le temps que le slide arrive, voilà. C'est une application qu'on a voulu cloud native, donc avec un ensemble de microservices, architecturée autour d'une colonne vertébrale au centre, qui va comporter d'abord Red Hat Data Grid pour gérer toutes les entités manipulées par l'application, les utilisateurs, les portefeuilles, les différentes actions et leurs prix. Et puis, on va utiliser aussi en fait un bus de messages Kafka qui va nous permettre en fait de justement stocker tous les ordres d'achat et de vente et ceci de les stocker en fait de façon ordonnée pour pouvoir facilement les traiter, voire les reprendre dans le temps à des fins d'analytics. Devant, en fait, on a positionné un composant qui va porter la UI et puis les API de tout ça. Petit composant développé en Quarkus. Et puis derrière, on va avoir en fait un ensemble de... Enfin, à la base, c'était un seul composant qui va gérer justement tout cet aspect variation, alors qui va capter tous les ordres émis et puis faire varier le portefeuille de l'utilisateur. Et puis en fonction surtout de l'offre et de la demande, en fait, on va faire varier les prix des actions. Et puis donc, cette application, on l'a complètement en fait redesignée pour qu'elle soit exécutable en mode justement multi-cloud. Peut-être je vais juste montrer cette partie-là. Hop, voilà. Alors déjà deux choses. Alors je suis désolé, c'est assez petit, mais on avait deux écrans précédemment. Là, on fait avec un seul. Je vais vous expliquer ça. On a ici en fait deux clusters OpenShift. D'accord. Le cluster de gauche, il est en Europe. Le cluster de droite, il est sur la plaque US. D'accord. Et j'ai bien la même application qui a été déployée en fait deux fois de façon complètement identique. Voilà, en fait, on a un miroir des deux côtés de cette même application, en ensemble de pods. Et puis cette application, on va pouvoir voir que ici j'y accède. Voilà, j'ai un petit bandeau vert, un petit marqueur EU. Je suis sur la version européenne de cette application. J'accède à cette application par une route dédiée. D'accord. Puis sur la partie droite, j'ai la même chose. Et là, je suis sur le cluster US. D'accord. Un petit bandeau orange. Et j'accède aussi également par une route OpenShift en fait dédiée. Et puis, bien sûr, ce que disait Dominique, c'était un des prérequis d'une application multi-cloud, c'est bien sûr qu'elle soit accessible en fait par tout le monde avec une seule URL.
D'accord. On a ici en fait une URL unique. Alors elle est un peu petite, mais vous voyez, on utilise une URL de la plateforme Containous justement, qui nous a redirigé vers notre cluster Europe, le plus proche de nous. Voilà pour l'introduction. Vous voyez, pour l'instant, on est stable. On a 1003 $ dans notre portefeuille et on a juste un cours à 187,71 $. Mickaël, tu nous expliques un petit peu comment ça fonctionne? Yes, avec plaisir. Merci Laurent. Alors du coup, quand ils nous ont expliqué un petit peu le challenge qu'il y avait actuellement pour le multi-cloud, il s'avère qu'en fait, avec Containous, on était en train de réfléchir à une solution pour justement arriver à solutionner ce challenge du multi-cloud. Du coup, aujourd'hui, Traffic Enterprise Edition, c'est une solution qui a été développée par Containous, société française basée à Lyon. Donc on est à peu près une trentaine de personnes actuellement dans la société, réparties de partout dans le monde. On vient de faire une levée de fonds de 10 millions d'euros. Du coup, on va pouvoir grossir et monter à l'échelle pour pouvoir arriver à avancer beaucoup plus rapidement sur notre solution Traffic Enterprise. Donc qui est-ce qui connaît Traffic dans l'Assemblée? Vous connaissez un petit peu Traffic, du coup vous savez que c'est un projet qui est très populaire. Il y a plus de 1,5 milliard de téléchargements actuellement de l'image Docker, donc ce qui est quand même nous classe dans les 10 plus gros projets actuellement au monde. Donc c'est plutôt sympa. Traffic, il a été designé pour faire du routing nord-sud, donc gérer le trafic entrant de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Après, il y a le routage est-ouest. Ça aussi, Containous, actuellement, on sait proposer une solution qui est la solution qui est Mesh, une solution basée sur Traffic, une solution open source. Donc, Mesh, pour ceux qui ne connaissent pas, pour faire très gros, c'est un concurrent à Istio, un service Mesh. Ensuite, il y a eu une problématique qui est le fallback entre les clusters. La synchronisation de la configuration et la vue comme une seule application. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait qu'on travaille sur une solution qui permet de résoudre ces trois problématiques. Et pour ceci, alors c'est pas une solution qui est encore commercialisable, c'est encore un proof of concept. On travaille justement en partenariat avec Red Hat et OnePoint sur cette partie-là pour la faire évoluer, rencontrer du monde et voir les attentes de nos clients pour pouvoir la faire évoluer au maximum. Mais l'idée est d'avoir dans cette plateforme, donc, qui grosso modo est le point d'entrée entre les deux clusters, va être dans la capacité de connaître la présence des clusters en Europe, aux US, en Asie, et de router le trafic vers le cluster le plus proche. D'être dans la capacité de router le trafic sur un autre cluster si le cluster A est tombé, par exemple. Laurent, je te propose de faire passer en direct et puis on va simuler une panne sur le cluster en Europe, parce qu'actuellement on est en Europe. Alors peut-être déjà ce que je peux dire, un petit mot sur le setup. En fait, pour installer Traffic dans OpenShift, c'est super simple. Un opérateur Traffic qui se récupère depuis l'opérateur Hub et que vous installez dans votre cluster. Alors c'est donc Traffic, comme le disait Mickaël, c'est le trafic nord-sud. D'accord, donc c'est un ingress controller qui va en fait venir s'installer à côté de l'OpenShift router qui vient par défaut dans la plateforme. Donc c'est pas quelque chose qui remplace. Là sur mon setup, j'ai toujours mes routes OpenShift qui sont là, mais cette URL unique, cette ingress unique, en fait, elle est bien portée par Traffic. Donc quelque part dans mon cluster OpenShift, j'ai un namespace Traffic avec l'ingress controller qui est là. Tout simplement. Donc ouais, dans chacun des clusters, il y a une instance de Traffic Enterprise qui est installée et on top de ça, donc derrière l'URL codegame.redhat.containous.tech, derrière cette URL-là, il y a la plateforme Containous qui, elle, va s'occuper d'aller rediriger sur le bon cluster. Et après, pour gérer le trafic entrant, nous, on s'est basé sur une solution, sur notre propre solution, parce qu'on arrive à apporter du fallback. Si un service en interne de votre cluster est tombé, on va être dans la capacité de fallback sur le cluster d'à côté. On va commencer par faire tomber un cluster. Première chose, oui, voilà, ce qu'on peut faire, c'est effectivement se dire, sur notre cluster Europe, en fait, on va faire tomber le service trafic global, ce qui fait qu'effectivement, le cluster sera complètement perçu comme down. Imaginons effectivement un outage majeur sur Amazon. C'est exactement le résultat qu'on aurait. Donc, là, j'efface ce service. Et en fait, ce qu'on doit voir ici, au niveau de mon application, c'est tout simplement rien du tout. Sur la droite, les requêtes continuent de s'empiler. D'accord, 73 requêtes. Je vais bientôt passer à 74. Voilà. En fait, mon application, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va poler régulièrement, voir le portefeuille de l'utilisateur. Et elle reçoit en fait en streaming toute la mise à jour des nouveaux prix. C'est passé totalement inaperçu. La seule chose, c'est que si je me mets ici
à rafraîchir la UI, bah effectivement, comme je suis redirigé sur le seul cluster qui est up, ma UI maintenant est passée en orange. Mais d'un point de vue en fait API, c'était complètement passé inaperçu. L'utilisateur continuait de travailler. Donc je peux maintenant remettre en place en fait mon cluster. Alors, ah, je me suis encore trompé. En fait, c'est pas le... Voilà. Ça va être celui-là. Jack. Voilà. Donc là, en fait, ce que vient de faire Laurent, il vient juste de resimuler que le cluster, il a redémarré. Donc là, on n'a pas éteint le cluster parce que pour le cadre de la démo, c'est beaucoup plus long à repartir. Du coup, là, on a vraiment simulé une panne au niveau networking. Donc le l'ingress controller, qui est Traffic Enterprise, n'était plus disponible. Donc on ne peut plus gérer le trafic entrant. Donc automatiquement, la plateforme va rebasculer sur le cluster aux US. Voilà. Donc là, vous voyez sur la droite, j'ai toujours des requêtes en 200 qui continuent de s'empiler de façon transparente. Mais effectivement, mon cluster est revenu. Donc si je force le refresh de mon application, je rebascule sur le cluster le plus proche. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a une autre possibilité avec Traffic Enterprise Edition, c'est de faire en sorte de détecter qu'un service est done au sein de votre cluster en Europe et de rebasculer les requêtes sur le cluster aux États-Unis. Donc l'ingress controller, lui, le cluster n'est pas tombé, il est encore opérationnel. Il y a juste, par exemple, c'était la partie que vous a présentée Laurent, Code Game API, qui va permettre de faire en sorte d'afficher l'UI. Et en fait, on va simuler une panne de ce conteneur-là en le scale down à 0. Et là, automatiquement, ce qui va se passer, c'est que Traffic Enterprise Edition va être dans la capacité de détecter la non-présence de ce service et, pour ne pas bloquer l'utilisateur, de rebasculer l'utilisateur sur le cluster en Europe, aux US. Alors bien sûr avec OpenShift, je suis censé faire du rolling update d'application, mais imaginons panne majeure, vraiment un incident fort dans mon process de delivery d'application. Mon cluster est toujours up, mais mon application n'est pas encore là. Bah, effectivement, j'ai toujours Traffic qui est là pour assurer le fallback. Donc là, de la même façon, j'ai toujours eu des 200 ici. J'ai été redirigé de façon transparente. Par contre, si je force les choses, effectivement, je change de cluster. Quand mon application revient, bah là, même chose. En fait, Traffic va la détecter, arrêtera de faire fallback vers l'application portée par l'autre cluster, et puis me repositionnera sur le cluster le plus proche de ma localisation. Exactement. Merci beaucoup, Laurent. Du coup, moi, je suis intervenu pour cette partie routage. Je vais laisser la main à Laurent pour la suite. Je vais sûrement être le porte-micro quand il va faire des actions, si tu as besoin. Et du coup, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur Traffic Enterprise, on fait un meet-up dans la foulée ici chez OnePoint. Du coup, si vous voulez rester et échanger sur cette partie-là, je suis disponible. Merci. Merci. Est-ce que tu veux tester le micro? Ah bah oui, c'est gentil. Bah, je passerai en mode démo si tu veux. Donc, deuxième challenge auquel on s'est confronté, c'est effectivement, comme l'a dit Dominique, toute la partie gestion des données, d'accord, parce que effectivement, le challenge, c'est de réussir à faire en sorte de ne pas avoir un cluster stretché, mais d'avoir en fait des clusters qui soient efficaces. Voilà, chacun en fait par rapport aux utilisateurs, par rapport à la charge qu'ils reçoivent, mais qu'ils aient la possibilité de se synchroniser en termes de données. Donc pour ça, en fait, dans notre application, on a utilisé justement Red Hat Data Grid, d'accord, qui est en fait une grille de données en mémoire qui peut être justement distribuée et répliquée. Là, la fonctionnalité qu'on a utilisée, en fait, c'est de la réplication cross-site. Globalement, sur chaque cluster, sur chaque cluster OpenShift, je vais avoir un cluster Data Grid avec déjà 3 nœuds qui vont assurer en fait la résilience, la haute disponibilité localement au sein du cluster. Et puis, en fait, ce cluster de 3 nœuds, il va se synchroniser avec le cluster distant sur l'autre cluster OpenShift, sur l'autre plaque, afin justement d'apporter là aussi le maximum de résilience. Donc, en cas nominal, en fait, un utilisateur travaille toujours sur voilà, son cluster le plus proche, ici la partie Europe. Et puis quand je vais mettre à acheter ici les actions, voilà, j'ai une synchronisation en fait qui se fait de l'autre côté. Donc là, le petit délai, c'est juste effectivement le temps de rafraîchissement de la UI. Tout ce qui est effectivement synchronisation des data grids se fait de façon hyper efficace
dans les quelques millisecondes. C'est juste au niveau de la UI, il y a un petit délai voilà, de 5 secondes afin de ne pas faire quelque chose de trop intensif. Donc je peux acheter d'un côté, vendre de l'autre. Tout ça, effectivement, voilà, c'est synchronisé dans les deux sens. Donc, je vais racheter ici, hop. Et puis, je vais pouvoir vendre de ce côté. Et ça va se repropager. Donc là, j'ai vraiment deux clusters en fait, qui sont synchronisés. Bien sûr, il y a une affinité. En priorité, on va demander à un utilisateur de travailler sur son cluster. Cluster qui aura justement l'ensemble des clés des utilisateurs alloués à ce cluster, et puis qui se backupera, qui se synchronisera avec le cluster distant pour justement offrir en fait le fallback. Alors cette synchronisation, on peut la faire de façon complètement synchrone, transactionnelle. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté à en faire en fonction des différents use cases, mais on peut la faire aussi de façon au fil de l'eau, en gérant justement un journal qui permettra justement la reprise sur incident en cas de problème d'indisponibilité majeure en fait, d'un des deux sites. Alors, on parlait aussi surtout des impacts applicatifs. Effectivement, on le sait très bien, Kubernetes, de base, quand l'application est stateless, quand elle est développée avec les 12 facteurs justement en tête, tout se passe bien. On a maintenant, depuis plusieurs versions de Kubernetes, effectivement, la possibilité de gérer des applications stateful. On a les stateful sets. Mais effectivement, dans notre cas, c'est pas encore suffisant pour justement affronter des problématiques multi-cloud. Alors, on avait un cas particulier dans notre application, c'est effectivement le composant qui est à l'écoute de tous les ordres et qui justement recalcule, va mettre à jour en fait les portefeuilles de tous les utilisateurs. Alors, ce composant-là, ça pose pas de problème de le passer en mode multi-cloud, puisque lui, en fait, il écoute les événements. On peut avoir plusieurs consommateurs en simultané. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il s'occupe en fait d'un utilisateur, il met à jour le portefeuille d'un utilisateur. Là où ça commence à devenir plus compliqué, c'est quand on a des composants en fait, qui doivent gérer l'ordre des messages et qui doivent en fait maintenir une mémoire des messages. Typiquement, dans notre application, on a un composant basé sur en fait, un moteur de règles qui garde justement, qui doit traiter tous les ordres dans l'ordre et qui garde en fait une mémoire. Et on lui a implémenté certaines règles en disant, par exemple, si tu as 3 ordres d'achat de telle action, alors tu fais varier en fait le prix à la hausse, à la baisse, selon effectivement les achats ou les ventes. Et là, en fait, ça devient tout de suite plus compliqué puisque cette mémoire justement sur laquelle doit s'appliquer le moteur de règles, il faut qu'elle soit unique sur l'ensemble des différents clusters. On ne peut pas avoir en fait des règles qui s'exécutent sur les ordres passés aux US et des règles qui s'exécutent sur les ordres passés en Europe. Il faut bien remettre les choses en commun. Et donc là, effectivement, le fait de passer en mode multi-cloud, ça demande en fait une adaptation forte au niveau de l'architecture pour permettre, justement de savoir router l'ensemble des messages vers la bonne instance à un instant T qui est justement le maître et qui doit avoir à disposition tous les messages et toute cette mémoire de travail des messages. Et puis 2, gérer un fallback, savoir si le maître justement n'existe plus, comment je vais élire un nouveau maître qui va devoir prendre le relais. Ça, c'est vraiment un problème majeur. Le deuxième problème, c'est que quand on élit un nouveau maître, il ne suffit pas de l'élire et de repartir de zéro. Il faut aussi qu'en fait, ce nouveau maître il puisse avoir à disposition toute la mémoire de l'ancien. Et donc là-dessus, en fait, on a utilisé une combinatoire et de routage en utilisant notamment Apache Camel, qui permet justement de faire un routage load balancing avec du fallback, et Kafka pour justement faire de la réplication en fait de la mémoire de ce moteur de règles. Alors, pour vous illustrer un petit peu plus le cas auquel on était confronté, je vais revenir là-dessus. Et on va voir que, alors j'ai un prix actuel de 188,46, d'accord. Alors je vais vendre un petit peu d'actions pour faire regonfler mon portefeuille, d'accord.
Et puis on va voir que normalement, si je fais... Alors voilà, je suis revenu au prix de 187,71. Qu'est-ce qui se passe si je fais un achat ici, un deuxième achat ici? Alors je vais volontairement lentement pour bien sûr. Deuxième achat ici, je suis toujours 187,71. Mais subitement, en fait, le composant en fait, qui va s'occuper justement de mettre à jour les prix, on va l'arrêter sur notre cluster Europe. Je le scale à 0. Et bien, en fait, toute sa working memory, c'est-à-dire tout son historique des achats, a été snapshoté, transféré via Kafka. On a réélu en fait un nouveau maître justement pour ce moteur de règle qui va s'exécuter cette fois sur le cluster IS. Et donc normalement quand j'achète une nouvelle action ici, ben, en fait c'est mon cluster IS qui doit appliquer le changement de prix et bien indiquer que maintenant voilà mon action elle va augmenter à 188,46. De la même façon, si jamais je remets en route en fait mon composant moteur de règle sur mon cluster Europe, comme j'avais en fait paramétré que par défaut il était le maître, tout ce qui va s'être passé entre-temps sur le cluster US va être resynchronisé sur le cluster Europe à base de messages Kafka pour pouvoir justement ici repartir en fait d'une même working memory partagée, constamment snapshotée et en fait distribuée à l'ensemble des clusters. Donc ça marche avec 2 clusters, ça marche avec 3, avec 4, avec 5. C'est en fait un principe et un pattern de base qui peut être reproduit pour justement permettre de synchroniser des traitements de type stateful sur plusieurs clusters. Donc là, je peux repartir ici et je récupère en fait ma working memory qui avait été mise à jour sur l'US. Donc vraiment sur ce biais-là, là où en fait on avait au départ un seul composant qui traitait et à la fois la mise à jour des portefeuilles et à la fois les variations de prix, en fait, le fait de passer en multi-cloud, il faut bien se poser la question à chaque fois, tiens, est-ce que mon consommateur de messages, il peut être multiple, il doit être unique? Si oui, est-ce qu'il est stateful? Et comment je dois faire dans ce cas-là pour gérer cette unicité de consommation et puis le rebalancing en fait des messages? Donc ça fait que effectivement, on avait cette vue logique de l'application en mode monocluster. En fait, on a la même vue physique. On avait 4 composants et on déployait 4 composants. En mode multicluster, multicloud, ça se complique légèrement parce qu'on doit véritablement repenser en fait l'application. Donc on a effectivement un nouvel ingress controller qui entre dans la big picture, c'est trafic. On a le data grid qui est là et qui va être configuré justement en mode cross-site réplication. On a le Kafka qui est toujours là, sur lequel on doit faire du mirroring. Et puis surtout, effectivement, ces nouveaux composants, voilà, l'updater de prix, d'accord, le rebalancer, qui sont là justement pour adresser le cas particulier des composants stateful qui doivent consommer les messages dans l'ordre et garantir et conserver en fait la working memory. Un point important qu'on ne peut que survoler aujourd'hui, mais qui fera l'objet en fait de seconde session, c'est toute la partie sécurité et communication entre ces 2 clusters. Parce que bien sûr, on passe sur... là, c'est déployé dans Amazon, donc on passe sur des infrastructures publiques. D'accord ? Il faut bien sûr penser ça en fait dès le début. Alors, il y a la méthode, je dirais, traditionnelle à l'ancienne. On fait des certificats partout et puis on s'amuse effectivement à distribuer, répliquer ces certificats, les encapsuler dans des secrets. Voilà, à utiliser tout ce que propose le routeur OpenShift de base en termes de support, de TLS, de SNI pour faire tout ça. Mais il y a aussi en fait tout un tas de nouvelles options qui vont nous faciliter la vie en fait dans les mois, dans les années à venir, alors qu'ils sont encore en pleine effervescence. C'est pour ça que ça fera l'objet, je pense, d'une deuxième passe. Donc tout un ensemble de nouvelles solutions qui vont nous permettre globalement de mettre en place voilà, des gateways, mettre en place ce qu'on commence à appeler des VAN, Virtual Application Network, en fait des passerelles, d'accord, entre ces 2 clusters,
et des solutions qui vont gérer pour nous justement toutes ces questions de génération de certificats, de distribution de certificats, de rotation de certificats, pour que en fait la communication entre services se trouvant sur des clusters différents, elle soit complètement transparente à l'application, qu'on puisse adresser en fait un service distant en utilisant le nom court .svc.local comme s'il était dans le même cluster. Donc moi j'ai commencé à expérimenter des choses autour de Scupper. Si vous voulez regarder, c'est un projet super intéressant qui est vraiment simple d'utilisation. Il y a des projets plus complexes comme Submariner qui peuvent travailler vraiment au niveau d'un cluster complet, ou même Istio. Istio, en fait, le service mesh va apporter justement des solutions multi-cluster. Alors là, pour le coup, c'est encore plus riche puisqu'on a toutes les fonctionnalités de réseau, de sécurisation, plus les fonctionnalités de routage intelligent, de load balancing, de circuit breaking, mais qui peuvent être appliqués justement en mode multi-cluster. Donc ça, c'est vraiment une thématique très riche sur laquelle on ne manquera pas de revenir dans les mois qui viennent. Dominique, je te laisse la main pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Donc voilà, comme on le disait tout à l'heure, on va prendre là quelques secondes pour revenir sur ce qu'on a vu. Au niveau donc des challenges, ce qu'il faut retenir, c'est que le multi-cloud, ou cloud hybride, enfin appelez comme vous voulez, mais en tout cas demande des efforts. Au niveau du routage, encore une fois, on a beaucoup de choses, mais comme vous avez pu le voir aussi avec ce qui a été montré avec Trafic, on pourrait s'arrêter sur un load balancer et puis sur des services qui sont proposés aussi. On a les services de load balancing proposés par les cloud providers. Mais on se priverait par exemple d'une partie de ce qui a été proposé là, notamment, assez important, la capacité de fallback, où vous arrivez sur un cluster parce que c'était le plus près, c'était évident. Hein, et puis là, vous apercevez que le service n'est plus rendu pour une raison X ou Y sur ce cluster. Et la capacité d'aller rebondir sur l'autre, c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça et qu'on ne trouve pas partout. Et donc là, c'est un exemple avec les bons outils, la bonne configuration de ce qu'on est capable de faire. Donc c'est facile à faire. Encore une fois, faut-il avoir les bons outils, prendre le temps de poser les choses, d'y penser et de configurer tout ça comme il faut. La partie architecture applicative, je pense que c'était assez visible aussi. On a vu l'exemple entre les deux schémas, la théorie de l'application, ce qu'on veut faire, et ce qu'il faut réellement mettre en place pour pouvoir traiter cette problématique. Alors oui, il y a la partie réplication des données, oui, il y a la partie Kafka. Celle-là, à la rigueur, on commence à avoir un peu de recul, on commence à les voir arriver. Celle qu'on ne voyait pas forcément arriver au moment où ça a été commencé, c'est la partie Camel. C'est le petit composant qui va être capable de dire je vais aller voir sur le maître, et s'il n'y est pas, je vais aller voir sur le secondaire, et puis si j'en ai 5 ou 6, comment je pourrais aller rebalancer mes requêtes dans le bon ordre, en respectant tout au bon endroit. Ça, typiquement, c'est des choses qu'on découvre finalement au moment où on expérimente, au moment où on met en place, et on commence à faire attention à ces éléments-là. C'est important, à partir du moment où on rentre dans la notion de multi-cloud et où on veut une application qui soit résiliente, on commence à devoir entrer dans le fait que, oui, il y aura des pannes, on sait qu'il y aura de toute manière des pannes, et donc du point de vue applicatif, il faut qu'on soit capable de les détecter et de les gérer. C'est à nous de gérer le fait qu'il faut réenvoyer la requête à un instant T. Donc ça, c'est des points, c'est pareil, c'est pas forcément ultra compliqué une fois qu'on a la solution, c'est juste qu'il faut prendre le temps de se poser les questions et de mettre ça en place. Et c'est là où je reviens encore une fois sur ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas partir d'une application existante qui n'a pas été conçue pour ça et imaginer que ça va faire le boulot. Ça en fera peut-être une partie, ça d'accord, mais vous n'aurez pas le résultat attendu tant que l'application n'aura pas été complètement pensée dans ce mode-là. Et la partie réplication des données, comme je le disais tout à l'heure, autant il y a quelques années, c'était quelque chose de, on va dire, très compliqué, voire presque impossible, à moins de mettre des gros moyens dessus, et d'avoir ces moyens. Autant aujourd'hui, on commence à avoir des outils, on commence à avoir un niveau de maturité qui devient intéressant, et on peut l'envisager effectivement sur des solutions, comme on a pu le voir là, on peut résoudre la plupart des problématiques. Après, là, c'est un choix, il y aurait des moyens de faire autrement, avec d'autres solutions, d'une manière différente. Voilà, il faut s'adapter après à vos besoins. Encore une fois, c'est prendre le temps de poser les choses. Alors, un autre point qui est quand même aussi important, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas arrêté de vous parler de panne, de trucs qui tombent, de trucs. Il faut replacer les choses dans le contexte. Voilà. On parle de multi-cloud. Donc, on est en train, quand on parle de panne, on est en train de vous parler d'une application qui supporte la panne d'un data center ou d'un provider cloud complet. Donc, normalement,
Si on compte le nombre de pannes complètes ou d'indisponibilités, par exemple d'Amazon, sur les dernières années, alors j'ai pas les chiffres, mais à mon avis, si on est sur quelques minutes sur l'année, sur les années, je veux dire, on ne doit pas être loin de la réalité. Après, souvent sur des data centers en propre ou sur du cloud privé, on est souvent un peu moins bon, donc on peut en avoir un petit peu plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes les solutions qu'on présente là, c'est pour le troisième, quatrième, neuf qu'on pourrait imaginer. C'est pas pour les 99%. C'est vraiment ce qui est loin derrière la virgule. Il n'empêche que ce que vous avez vu là, c'est pas non plus quelque chose d'incommensurable à mettre en place. Encore une fois, à partir du moment où c'est pensé au début et où les choses sont posées, c'est des technologies qui sont accessibles à tous et qu'on peut envisager sur tout type de projet. Donc, on peut aller très loin dans la disponibilité et finalement, ça ne représente pas non plus obligatoirement un énorme investissement. Ça demande un investissement de travail au début pour poser le socle, mais une fois qu'on a fait une guideline comme ça pour les développeurs, et qu'on a mis en place les outils qui vont bien au niveau des clusters, on peut imaginer de pouvoir le répliquer ou l'utiliser sur pas mal de projets. Et puis après, ce qui est sympathique aussi, c'est que là, on va avoir plusieurs clusters et que on en reparlera lors de la table ronde, mais par exemple avec les arrivées d'OpenShift 4, où on est basé sur du CoreOS, et où OpenShift a la possibilité de gérer lui-même le scaling de la plateforme et donc du sous-jacent, qui plus est en plus sur des clouds externes, on commence à arriver à des choses qui vont vraiment être sympathiques, où finalement on va avoir plusieurs clusters et que chaque cluster, dans chaque zone géographique, va pouvoir se scaler de manière automatique en fonction de la charge qu'il va recevoir. Donc typiquement, si on a plein de requêtes qui arrivent vers les US et beaucoup moins qui arrivent en France, le cluster des US va grandir, celui de France va rétrécir. Et puis si demain ça s'inverse, ça va s'agrandir de côté France et se rétrécir côté US, et le tout de manière automatique. Et là, on commence à pouvoir entrer dans des cas d'usage qui sont vraiment sympathiques et, on va dire, assez prometteurs pour le futur. Donc, ce que je vous propose, c'est que si vous avez déjà des premiers niveaux de questions, on est là pour y répondre. Donc, voilà, on peut répondre en séance. Et puis, juste après, on pourra aller prendre une petite collation pour faire la transition entre la table ronde, histoire de remettre un petit peu de sucre et puis voilà, de revenir bien éveillé. Alors, est-ce qu'il y a des questions au sujet de ce que vous avez pu voir? Alors, attendez, on va vous amener un micro. Ouais. Voilà. Merci. Oui, j'ai une question. En fait, là, l'intérêt de la démo, c'est de montrer justement de la haute disponibilité. Mais est-ce que le driver qu'on pourrait utiliser pourrait consister en fait à regarder la solution la plus économique? C'est-à-dire, selon le design de l'application, les volumes de données à transférer ou le coût de cette infra sur un choix de hosting, on peut avoir des différences de coûts. Est-ce que le driver coût pourrait devenir finalement celui qui choisit où va s'exécuter l'application? Alors, c'est doublement intéressant. Alors, la première, effectivement, vous l'avez senti au début, quand je vous ai le premier élément, ça peut être le coût, mais c'est vrai que ce n'est pas un vrai critère de choix aujourd'hui, parce que on se dit, ouais, ça va être compliqué de passer sur le provider d'à côté. Sauf que là, effectivement, aujourd'hui, si je veux migrer tout ce que j'avais sur ma plateforme Amazon, par exemple sur de l'Azure, je mets en place mon cluster sur Azure, je déploie les éléments et je les rajoute dans mon cluster applicatif, et puis je déprovisionne ma plateforme AWS, et donc je peux migrer facilement. Donc le coût peut rentrer en jeu. Et pourquoi c'est doublement plus intéressant? Parce que vous allez voir tout à l'heure que lorsqu'on va échanger lors de la table ronde, ici, et puis ce soir au Meetup si vous restez, nous avons donc Jean-Marie Dana de la société Prophet Store qui vous parlera, eux, d'un produit qui font de l'intelligence artificielle pour les ops, et qui est là pour le calcul, alors, entre autres, du provisioning ou de l'optimisation des plateformes, mais qui, à côté, a la capacité de vous dire, voilà, votre produit, il vous coûte tant aujourd'hui sur votre cluster. Si vous l'optimisiez comme on vous le conseille, il vous coûterait tant. Et si vous le mettiez sur du Azure, ça vous coûterait tant. Sur du Amazon, ça vous coûterait tant. Sur du Google, ça vous coûterait tant. Donc, en fait, vous avez la possibilité, effectivement, d'avoir une vision quasi temps réel et même une projection de ce que va vous coûter votre outil et de ce qu'il vous coûtera sur les différentes plateformes. Et, si l'application a été conçue comme ça, la possibilité en plus de basculer sur ces différentes plateformes. Ce qui offre là aussi des possibilités, on va dire, pour le futur qui sont très intéressantes. Est-ce qu'il y a une autre question?
Oui, moi, il y avait un point que j'avais pas trop compris, c'est sur trafic, sur le fait qu'on ait un point d'accès central qui redistribue après sur l'Europe ou sur les États-Unis. Et c'est-à-dire que du coup, c'est un service qui est hébergé par Trafic, c'est par Contenus. Enfin... Alors, je vais laisser la réponse à Trafic, là, pour le coup, enfin à Contenus. Oui, exactement. Ouais, c'est un service qui est actuellement hébergé par Contenus et qui va permettre en fait de configurer les clusters ou d'auto-configurer, c'est encore à définir, les clusters automatiquement pour faire en sorte qu'ils soient enregistrés dans cette plateforme. Et du coup, cette plateforme sera un des points d'entrée. Actuellement, c'est au niveau DNS. Demain, ça sera sûrement plus bas niveau. On est en train de réfléchir à des solutions et pour mettre en place ça. Et du coup, oui, c'est hébergé par la plateforme Contenus. D'accord, donc c'est vous qui assurerez la haute disponibilité de ce service en lui-même. Exactement. D'accord. Après, sans froisser Contenus, on peut imaginer, pour des entreprises, d'aller chercher d'autres solutions qui sont peut-être bien sûr moins performantes. Mais je veux dire par là, il n'y a pas de lock-in, il y a différentes manières de faire. Mais effectivement, aujourd'hui, Contenus propose une solution. Je me rappelle quand on a commencé à travailler, c'est une solution qui n'existait pas. Et on s'est dit, tiens, il faudrait un truc là. Et il y a eu un énorme travail, on va dire, de leur part, et en quelques mois, une capacité à proposer quelque chose qui fonctionne aujourd'hui et qui est aussi prometteur pour l'avenir.